Cette émission du Mutafucast volume 2 chapitre 3 est garantie sans aucun spoiler. En compagnie de Ron, nous abordons le processus créatif réalisé sur l'album, mais le destin de l'histoire et des personnages ne sont pas évoqués. Vous pouvez donc l'écouter sans aucune crainte. Merci. Tous, vous écoutez First Print, votre podcast comics préféré pour le grand retour en 2023 du Mutafucast, le podcast au long cours qui revient sur l'ensemble de la saga Mutafukaz du label 619, écrite et dessinée par Run depuis ses débuts. On vous a déjà proposé de très nombreux épisodes pour revenir sur l'ensemble du premier arc qui était chez Ankama, et en 2022 on a passé la seconde vitesse pour le volume 2 du Mutafukaz pour accompagner en temps réel MFK2. Alors, on se retrouve désormais en 2023 pendant l'été, à un mois et quelques de la sortie donc du tome 2 de MFK2 en compagnie de Run. Salut à toi Run. Salut Arnaud. J'espère que tu es content de revenir encore une fois dans ce podcast auquel tu ne comptes plus tes heures maintenant. Bah écoute, ça fait toujours plaisir de discuter un petit peu de tout ça tranquillement. On est chill, on va discuter de Mutafukaz. Exactement, c'est pour ça que j'étais invité et que je me suis invité chez toi pour réenregistrer un épisode, puisque comme tu as pu le remarquer aussi, ce que j'apprécie de plus en plus avec First Print, c'est de pouvoir faire vraiment des projets sur le long terme, et notamment aussi pouvoir parler, interroger, profiter du temps long de la création de la bande dessinée pour aller interroger ce processus créatif. Et donc je te propose que dans ce troisième épisode du Mutafukast volume 2, on aille un petit peu parler donc de ce second tome, mais pas forcément de ces personnages ou de ces thématiques et de ce qu'il s'y passe. Ça, on le fera dans un podcast vraiment dédié à tout ça, mais qu'on fasse un petit peu comme ce que j'avais fait avec Guillaume Singelin pour Frontier, c'est-à-dire aborder le processus créatif. Voilà, qu'est-ce qui a animé la création de cet album, quelles ont été les difficultés, s'il y en a eu, les joies, les changements, ton ressenti en fait, tout simplement, pour aussi questionner toi-même comment tu ressens, comment tu te sens en tant qu'auteur vis-à-vis de ta propre saga qui tu continues de faire vivre. Et donc on va parler un petit peu de tout ça, mais avant, justement, parce que pour les gens qui nous écoutent et qu'on vous donne un petit peu le contexte d'enregistrement, en fait tu vas m'emmener voir le calage des planches de ce second album, ce qui nous permettra d'ailleurs de faire sûrement un petit épisode bonus d'un point de pure vue technique. Donc si vous aimez la fab, si vous êtes des niqués de la fab, ça devrait vous plaire. Mais justement, c'est-à-dire que l'album, à l'heure où on enregistre, tu l'as fini. T'as mis un point final, là, tu peux plus le retoucher, non? Ouais, de toute façon, ça se voit un petit peu à mon look, hein. On dirait un peu Robinson Crusoe, là. J'ai une beubare qui est pas possible. J'ai des cheveux, je les ai jamais eu si longs. Donc, je suis en fin de prod. Enfin, ça fait un petit moment maintenant que c'est fini. Ça fait quoi, 3 semaines, je crois que j'ai terminé? 2 ou 3 semaines. Ouais, ce qui est pas non plus énorme. Non, mais sauf qu'en plus, j'ai enchaîné sur sur le bouclage de Low Reader 3. Là, en ce moment, je suis sur le bouclage de Low Reader 3. Donc, c'est vrai que, c'est un peu, là, pour le coup, c'est vraiment une course de fond. C'est assez compliqué. Mais écoute, je m'accroche et j'aimerais vraiment là prendre des vacances. Là, je le sens dans mes veines. Là, il est temps que je bouge, que je fasse quelque chose, mais c'est pas prévu au programme. C'est un peu tout le... C'est un peu tout le problème de beaucoup d'auteurs de BD qui n'ont pas le temps de se reposer, mais est-ce que tu ressens une forme de soulagement, le fait d'avoir quand même terminé ce second tome, sachant que tu es quand même loin d'en avoir terminé puisqu'il te restera encore à minima un 3e album à faire, mais... Alors, soulagement d'avoir terminé, oui, parce que ça a été quand même particulier la production de ce tome 2. Maintenant, comme je te dis, il y a d'autres projets en cours, donc j'ai pas forcément le temps de souffler, même si c'est un peu plus... Je dirais que je suis un peu plus apaisé. C'est vrai que les derniers jours d'un bouclage, tu sais, quand tu sais que tu as une deadline que tu peux pas dépasser, c'est assez stressant. Parce que tu es toujours, surtout moi par rapport à ma façon de travailler, je reviens sempiternellement sur mes planches en me disant merde, est-ce que j'ai pas oublié tel détail? Est-ce qu'il manquerait pas, tu vois, là pour le coup, c'est vraiment des détails, mais des fois, il y a des personnages pendant que je dessine,
pendant la prod, je me dis, ça serait peut-être plus sympa si je l'habillais comme ça. Tu vois, par exemple, il y a un personnage qui s'appelle Gabi. En cours de prod, je lui ai mis des chaussettes hautes, tu vois, alors que je lui avais mis des chaussettes basses tout au début. Donc, ensuite, il faut revenir sur toutes tes planches en disant, est-ce qu'elle a toujours bien ses chaussettes hautes, tu vois. Donc bon, c'est tout, c'est comme ça, mais ouais, quand même, je vais dire, je prends un petit peu plus de temps pour moi. Là, j'ai ressorti des vieux DVD, des vieux trucs que j'ai envie de revoir depuis longtemps, ou même des vieux jeux vidéo, tu vois. Je me prends un petit peu de temps et puis vas-y, je relance des vieilleries, ça me fait plaisir. C'est mon petit côté, ma petite bulle temporelle que je redécouvre, quoi. C'est surtout que c'est peut-être aussi une bulle temporelle que tu peux te permettre de te prendre entre la fin de prod en tant que telle, puis la sortie où il y aura quand même toute une machinerie de communication, de promotion, peut-être des dédicaces à faire des tournées d'interviews dans des médias et tout ça. Donc là, c'est vraiment l'espace où tu peux un petit peu respirer. C'est ça, même si je dois fournir, là pour le 11 août, des éléments commerciaux. Donc on enregistre le 7 août là, pour que vous le sachiez. Donc et en plus demain et après-demain je suis en calage, donc je sais pas comment je vais rentrer ça, mais bon, j'ai décidé de quand même de lever le pied, parce que sinon ça va repartir comme les trucs dont on avait parlé dans les podcasts précédents. Donc maintenant je fais quand même attention à ça. Maintenant maintenant c'est vrai que c'est toujours un petit peu intimidant, je dirais, la sortie, tu vois, la période avant la sortie d'un tome, parce que t'as bouclé, tu t'es mis à nu, et à un moment donné, il a fallu faire des choix de dernière minute. Tu sais, c'est tout bête, hein, mais des fois tu te dis, ok, donc ça je le garde, je l'enlève, qu'est-ce que je fais? Donc tu sais jamais quelle va être la réception, tu sais jamais si, encore une fois, si t'as pas oublié des choses. À un moment donné, il faut poser les crayons et se dire, ok, maintenant ça part. Parce que c'est des doutes plus là sur juste une partie de dessin, mais est-ce que t'as pas aussi des doutes alors sur une question d'écriture, c'est-à-dire est-ce que j'ai raconté la bonne histoire, est-ce que j'ai pas pris trop de temps, ouais, c'est des doutes sur tout en fait. C'est des doutes sur tout, c'est même des doutes sur pourquoi j'ai fait ça, pourquoi je suis parti vers cette histoire-là. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que on en avait déjà discuté, mais parfois l'histoire presque t'échappe, quoi. Tu vas vers où elle t'emmène, mais des fois quand tu prends un peu de recul, tu dis mais qu'est-ce que je suis en train de dessiner là? Donc il y a toujours ce petit truc, mais voilà, c'est tout. Maintenant ça m'appartient plus, je dirais. C'est de toute façon demain on va aller voir les planches sortir de l'impression, donc ça y est, c'est fini, quoi. Très bien. Alors, une question, on remonte un petit peu le temps et on fait pas non plus répétition avec ce qu'on avait abordé dans la précédente émission, mais quand même, l'entre-deux, tu le ressentais comment? C'est-à-dire, une fois que le tome 1 était sorti, que tu avais déjà eu les premiers retours et tout ça, est-ce que c'est un moment où tu te sens en général revigoré parce que t'as quand même des gens qui l'ont lu, et donc tu dis, ça te motive pour faire la suite, ou au contraire, ça te met aussi de la pression et ça t'intimide? Parce que tu dis bon merde, maintenant que le début de l'histoire est sorti, t'as signé pour une histoire en 3 tomes. Comment est-ce que tu l'appréhendes? Non, moi c'était plutôt frustrant la sortie du tome 1 pour plein de raisons. Déjà la première, c'est que on en avait parlé lors des podcasts précédents, mais moi de base je l'avais découpé en chapitres, tu vois. Ouais, donc ça je me rappelle, que tu voulais faire en single issues un peu, mais voilà, donc c'était censé sortir, tu vois, normalement entre la fin de mon tome 1 et le début de Vegas. Il n'était pas censé se passer autant de temps. Là, il s'est passé quasiment 2 ans. En plus, malheureusement, peut-être on reviendra dessus, mais il y a des trucs qui nous sont tombés dessus, au sein de ma famille, je dirais, qui ont été très, très difficiles. Donc, ça, c'est une épreuve supplémentaire. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a eu cette frustration de ne pas pouvoir fournir. Moi, quand le tome 1 était sorti, j'avais déjà pas mal de choses dessinées, ancrées, relatives au tome 2. Donc, j'étais frustré de pas pouvoir sortir plus vite. Parce que je voulais vraiment. Pour moi, si tu veux, le tome 1, c'est une grosse intro. Donc, le retour des lecteurs était bon, mais parfois un peu mitigé. J'ai l'impression qu'il y a quand même des gens qui comprenaient pas trop où j'allais, ni ce que je faisais. Et ça, c'est extrêmement frustrant quand toi, tu sais vers où tu vas, mais que tu peux pas spoiler, quoi, tu vois. Donc, c'est tout. Tu prends ton mal en patience, tu fais tu produis, puis t'espères que tu auras fini plus vite que prévu. Chose qui n'arrive jamais, évidemment.
Bah, pas en plus quand tu dois toi-même t'occuper quand t'écris des histoires pour d'autres artistes, quand tu chapeautes de toute façon à l'édito aussi, bah, tout ce qui sort au label 619. Et puis il y a eu Short Story en plus, l'air de rien, qui était quand même un sacré morceau. Donc c'est vrai. De Low Reader après aussi. Enfin, le premier c'était en même temps que Mutafukaz 2, mais t'avais le deuxième. Reader, tu vois. Puis les projets qui vont sortir aussi là, tu vois, par exemple Slum Kids. Même si Petit Rapace, il est tout à fait autonome maintenant pour raconter des histoires. Il y a quand même eu des petits allers-retours, des trucs comme ça. Donc c'est vrai que, c'est vrai qu'en tout cas moi en tant qu'auteur, parce que parfois je parle de mon rôle de directeur de collection, mais je parle finalement assez peu de mon rôle d'auteur, mais c'est frustrant. C'était beaucoup de frustration la sortie du tome 1. Et puis en plus de ça, le tome 1 est sorti 2 semaines avant la guerre en Ukraine. Alors, je sais pas si c'est lié ou quoi, mais les ventes n'ont pas été, je dirais, à la hauteur de ce qu'on en attendait. Alors, c'est vrai que chez Rue de Sèvres, ils m'ont dit, mais tu sais, c'était général. Quand il y a eu cette guerre en Ukraine déclarée, c'est quand même une guerre, tu vois, en Europe, tu vois. Les librairies ont été désertées pendant un mois et demi. Bon, ok, j'entends, tu vois, mais c'est vrai que ça met un petit coup aussi au moral. Donc, bon. Écoute, à voir comment va se comporter le tome 2, mais pour moi, honnêtement, je pense que ça va être décisif ce qui va se passer avec le tome 2. Okay. Donc, j'attends vraiment de voir comment les ventes vont se comporter. Souvent, Florent Maudou, il dit cette phrase on raconte pas des histoires pour ne pas être lu. Tu vois, c'est con. Mais c'est vrai que ça joue beaucoup. Ça peut jouer beaucoup sur une motivation. Et même si les ventes sont pas honteuses, hein, tu vois, je trouve que le ratio énergie que tu mets dans une œuvre comme ça versus les vues, enfin pas les vues là, je parle pas de YouTube, mais les lectures, quoi, on va dire, que tu fais, des fois tu peux te poser la question de est-ce que ça vaut le coup de continuer. Donc là, je suis vraiment dans ces questionnements là. Et ouais. Donc le tome 2 va être décisif, à moins qu'il y ait une guerre qui se déclare en Pologne là. Il y aura plus de prétexte. Ouais, tu souffrirais vraiment de beaucoup de malchance si effectivement la semaine de sortie il y a une autre guerre qui éclate en Europe. Mais c'est marrant parce que ça fait toujours un petit peu cette façon, effectivement, cette dualité presque philosophique de dire est-ce que en tant qu'auteur, en fait, on écrit des histoires pour soi parce qu'au final, bah, être auteur, il y a une part d'égoïsme aussi à vouloir se mettre dans ces personnages ou raconter des choses qui te parlent à toi dans des récits où effectivement tu veux aussi être lu et donc que forcément que tes BD se vendent. Est-ce que tu fais pas ça par altruisme non plus parce que à la fin de la journée, faut aussi que de toute façon tu vives de ton métier. Puis si je faisais des BD pour moi entre guillemets, je serais moins exigeant aussi, tu vois, avec moi-même. Là, il y a ce côté, j'essaye de transcender mes propres lacunes. J'essaye d'être généreux aussi avec le lecteur, tu vois, de faire un petit jeu de références, de trucs comme ça. Donc c'est vrai que s'il n'y a pas le lecteur en face, c'est un peu comme si tu faisais ça presque pour rien, quoi, tu vois. Il y a un petit côté triste quand même. Donc ouais, moi ce qui m'embête aussi, c'est que j'ai remarqué qu'il y avait quand même pas mal de gens sur Twitter, des gens qui aiment Mutafukaz et qui suivent le label 619, qui me disaient par exemple, moi j'attends que l'intégrale sorte pour m'y mettre, tu vois. Ouais, mais ça on avait déjà dit que c'était pas du tout la bonne option. Hein. C'est une cata en fait de faire ça, parce que si même les gens qui attendent le titre attendent une intégrale qui peut-être ne sortira même pas, parce que une intégrale c'est pas systématique, hein. Une intégrale, moi quand j'ai sorti l'intégrale Mutafukaz l'arc 1, c'est parce qu'il y avait un film en locomotive, tu vois. En plus, on en avait parlé, mais financièrement, c'est pas du tout avantageux pour moi. Donc, on a laissé tomber la sortie des Tomaisons justement pour faire cette intégrale. Maintenant, si un titre fonctionne pas comme prévu, il n'y a aucune raison de sortir une intégrale, tu vois. S'il n'y a pas de film qui sort ou s'il n'y a pas une nouveauté particulière. Là, je sais que, par exemple, et c'est parfois difficile d'expliquer ça au lecteur. Prenons un exemple tout à fait contemporain. C'est Bayou Bastard Dies, tu vois. Ouais. Bayou Bastard Dies, c'est un projet qui n'a pas forcément rencontré son public.
pour plein de raisons, notamment, je pense qu'il y avait trop de temps entre la sortie de chaque tome. Mais ce titre aurait très bien pu ne jamais rencontrer son public, en tout cas pas plus que ça. Et puis c'est tout, on passe à autre chose. Là, il se trouve qu'Ankama a décidé, avec notre accord, hein, bien sûr, de sortir une intégrale des 3 tomes. Ah. Mais pourquoi on fait ça? Parce qu'il y a Naïef. Parce que Okae a cartonné. C'est-à-dire que Naïef, entre-temps, c'est devenu quelqu'un. Mais si Okae n'avait pas fonctionné, jamais il n'y aura eu d'intégrale de Bayou Bastard Eyes. Un éditeur, il va pas se dire, tiens, les titres ont moyennement fonctionné, on va le sortir en intégrale et redépenser de l'argent. Ils se disent juste, bon, bah, c'est tout. C'est que... Là, c'est effectivement le fait qu'un auteur ait pris de l'importance, autant du point de vue du public, mais même des libraires qui maintenant en fait sauraient comment le mettre en avant et le lister. Oui, forcément, là, tu as un prétexte en fait pour effectivement redonner une seconde chance. Voilà, et puis tu as un argument commercial qui sera par l'auteur de Il y aura un autocollant, oui, c'est sûr. Voilà. Mutafukas 2, si le tome 2 se comporte comme le tome 1, bah c'est tout, on boucle avec un tome 3 et puis c'est tout, il y aura pas d'intégrale, tu vois. Donc bon, c'est tout, c'est un petit peu, ça rejoint un peu ce qu'on disait pour le film, tu sais, quand les gens se disaient bah j'attends la sortie DVD. Netflix, ouais. Ouais, il a failli pas avoir de sortie DVD à cause de ça, justement, à cause des mauvaises j'ai envie de dire du mauvais chiffre du nombre de vues, de spectateurs. Donc bon, c'est toujours un peu compliqué, c'est toujours aussi particulier d'en parler sur les réseaux sociaux parce que je veux surtout pas faire le chouineur, tu vois, genre acheter ma BD, tu vois, ça, je trouve ça déplacé, donc il se passera ce qui se passera en fait, mais bon voilà, en tout cas c'est une réalité de terrain aussi et ça fait partie et des frustrations et des inquiétudes d'un auteur, quoi. Toi tu préfères quand même avoir la possibilité de travailler sur des séries quand même et justement de pouvoir aussi raconter des histoires sur une forme de temps long, alors peut-être pas avec des albums qui nécessitent 1 an et demi, 2 ans entre chacun, puisque effectivement tu l'as dit avant, si tu avais pu le faire en fascicule, en fait ça te permettrait d'avoir ce temps long mais quand même de proposer à intervalles réguliers en fait les morceaux de ton histoire. Mais entre ça, la série et justement le one shot, le récit complet façon short story par exemple, t'as des préférences quand même? Il y a en tout cas il y a en termes de vente, ça se comporte vraiment différemment selon si c'est un one shot ou une série. Effectivement, sur une série, parfois les gens attendent de voir les autres tomes, les tomes suivants, pour commencer à acheter le premier. Parce qu'il y a des gens, tu sais, aujourd'hui, on est sur le temps court, justement. Donc, parfois, les gens, ils achètent un tome 1, ils se sentent pas d'attendre 2 ans à la sortie d'un tome 2, hein, surtout à l'heure où les mangas sortent, je sais pas, tous les 6 mois, ouais, même moins. Parfois moins. Hein, ouais. Donc ça, je peux tout à fait le comprendre. Maintenant, un one-shot, c'est différent. C'est-à-dire que par exemple, si on sort Frontier ou Short Story, il y a personne derrière qui dit j'attends l'intégrale pour l'acheter, tu vois. Le truc, il est là. Les gens, ils l'ont d'une certaine manière dans leur bibliothèque. C'est une forme d'intégrale pour eux, tu vois. Maintenant, moi, est-ce que je préfère raconter des histoires en série ou en one shot? À vrai dire, je préférais sortir un one shot de 450 pages. Sauf que ça fait combien d'années alors sans rien sortir? Bah c'est ça. Déjà, tu sors rien pendant un moment, et ensuite c'est assez compliqué en termes financiers pour la maison d'édition et même pour l'auteur, parce que un titre qui fait 450 pages, tu mets combien de temps pour faire ça? Tu mets 3 ans, 3-4 ans, tu vois. Et le titre de 450 pages, tu peux pas le vendre 50 ou 60 euros, tu vois. Donc il faut rester cohérent dans les prix, sinon personne te le prend. Et pour pouvoir, entre guillemets, rentabiliser un titre de 400, pour pouvoir payer un auteur qui produise le temps qu'il produise 450 pages, tu peux pas lui verser une somme qui serait pas cohérente avec le prix de vente. Bah donc quand c'est comme ça, t'es obligé de sortir ta BD en tomaison, quoi, tout simplement. Donc et tu trouves pas que ça quand même aussi que le fait d'avoir du récit complet, ça permet, enfin pas ça permet, mais justement ça t'enlève en fait certains effets ou certaines figures narratives. On en reparlera dans l'épisode vraiment consacré au contenu du tome 2, mais dans un récit complet, le cliffhanger que tu apportes,
bah tu peux pas le faire en fait. Ouais, mais le cliffhanger, c'est un artifice pour donner envie aux gens d'aller vers le tome 3. Ouais, si c'était en one shot. Ouais, mais il est justement, mais ça fait plaisir. C'est bien aussi de finir sa lecture en se disant mais ok, je vais devoir attendre. Mais j'ai hâte, tu vois, j'ai envie d'attendre un an. Oui, alors c'est bien, mais en même temps, c'est pas le cliffhanger. C'est encore une fois, c'est pas l'alpha oméga. Moi, si je pouvais me passer de cliffhanger, je le ferais volontiers. Tu vois, c'est pas forcément ce qui m'intéresse dans mon titre. Moi, le truc, c'est que quand je fais mon tome, je me dis comment je termine. Tu vois. Ouais. Donc, comment je termine? Allez, je fais monter la sauce et puis à suivre. Mais en vrai, moi, en tant que lecteur, ça me frustrerait. Je me dirais, oh putain, fais chier, faut attendre 2 ans ou je sais pas combien de temps pour avoir la suite. Je comprends que ça peut démotiver aussi des gens. Ah, tu trouves? Bah oui, mais je veux dire, c'est pas comme si, a priori, la suite, elle est annulée en cours de route. Je veux dire, quand t'as une série Netflix qui se finit sur un cliffhanger et que t'apprends effectivement après que la saison d'après est annulée, oui. Ouais. A priori, là, on n'est pas dans ce cadre-là moi, j'estime que ça fait aussi partie du plaisir, justement, c'est le côté serial, vraiment, hein, quand tu fais une série, quand tu regardes une série télé, t'es content, en fait, de dire, il y a cliffhanger, j'ai hâte d'y revenir la semaine prochaine ou l'année prochaine pour la nouvelle saison. Et ça fait partie aussi du plaisir de l'histoire. Ouais, après, moi, je m'adapte à tout, hein, tu vois, que ce soit dans l'écriture, tu vois, quand tu lis le reader, ça n'a rien à voir avec le short story, ni dans le ton, ni dans la façon de raconter, Moutafoukaz, c'est encore complètement différent. Il y a même des gens qui font pas le lien entre l'auteur qui a écrit le short story et l'auteur qui écrit Moutafoukaz. Et pourtant, ça fait partie de moi aussi. Donc, en vérité, j'ai pas de préférence particulière. Je t'avoue, je m'adapte. C'est-à-dire que, bon, ok, on le fait en 3 tomes. Ok, je vais essayer de faire ce que je peux au mieux pour utiliser ce rythme de parution. Moi, tu me demandes à moi si je préférais pas le faire en one shot, je te dirais oui, en vérité oui, mais c'est juste pas faisable en l'état, quoi. Ouais, de façon plus pragmatique, en fait. C'est ça. Ok. Alors, comment tu fais concrètement? Parce que là, moi, ce que je te disais, c'est que cette émission, c'est un peu pour aborder vraiment le process. Le process vraiment créatif, justement. C'est que tu planifies forcément, t'as toute ton histoire qui est découpée sur les 3 tomes, donc j'imagine que quand tu finis le tome 1, de toute façon tu sais quand même déjà en gros ce qui va se passer dans le tome 2, mais concrètement, toi tu fonctionnes pas forcément avec un script hyper détaillé, avec ce genre de choses là, parce que vu que t'es seul auteur sur la BD, voilà, donc t'as sûrement beaucoup de choses qui restent dans ta tête simplement, mais tu vas quand même coucher un petit peu sur papier quelques notes et quelques trucs. Alors je me laisse une énorme marge de manœuvre. Par contre, il y a des choses, il y a des points d'articulation du récit que j'écris pour ne pas le perdre de vue. Parce que sinon, tu sais, si tu perds ça de vue, t'es vite embarqué. Moi, tu vois, tu mets mes personnages à Vegas, il y a tellement plein de choses à raconter que je peux même en oublier de pourquoi je fais la BD, tu vois. Donc, à un moment donné, j'ai toujours besoin de revenir à ce document en me disant, OK, donc voilà, les thèmes que je veux traiter, c'est ça. Les liens qui sont avec le tome 1, c'est ça. Les fusils de Tchekhov pour le tome 3, c'est ça. Et ensuite, je m'amuse. Ensuite, c'est presque un bac à sable, en fait, si tu veux. C'est-à-dire que j'ai une marge de manœuvre. Je sais que j'ai à peu près... en plus, j'ai beaucoup dépassé, hein, parce que normalement, tu vois, le tome 1, il faisait 148 pages. Là, je suis à 168. Donc, je me suis infligé 20 pages supplémentaires pour faire vivre un petit peu plus longtemps les personnages dans Vegas. Au début, il devait y rester qu'une nuit, puis finalement, ils en restent 2 parce que je me disais, c'est quand même sympa de montrer Vegas côté touriste, en fait, tu sais, sans forcément avoir un discours particulier sur la ville, juste découvrir Vegas, en fait, partir en vacances avec eux. Ce que j'avais voulu aussi faire dans le tome 1 quand on embarquait avec eux dans le camping-car. Je me disais, c'est important. En fait, le tome 2 se découpe finalement en 2 grosses parties, tu vois. Et la première partie, je voulais quand même qu'on prenne le temps de chiller avec eux, d'être bien, de découvrir la ville, le bon côté de la ville, on va dire. Mais quand tu décides de passer, quand tu t'aperçois que tu vas faire 20 pages de plus que le premier tome, c'est aussi quelque chose que tu vois avec Rue de Sèvres pour faire valider la chose, ou en tant que de toute façon directeur du label 619, c'est toi qui dis, ce sera 168 pages. C'est vraiment à la fin quand ils disent, quand on arrive aux fiches techniques et que Rue de Sèvres nous demande, ok, alors la fab, ça sera comment, etc. C'est là qu'on annonce la couleur, quoi. Donc il y aura 168 pages, etc. Moi, en fait, quand je me rajoute 20 pages, le pire, c'est que je le fais même pas de gaieté de cœur. Je me dis même,
ah merde, tu vois. Mais je me sens obligé de les rajouter pour X et X raisons, tu vois. Ou alors je me dis, bon, bah, c'est pas grave, on coupe ce passage-là, il est peut-être pas nécessaire. Bah, je vais pas trop spoiler, mais à un moment ah non, surtout qu'on parle de là, on est vraiment on est dans le, mais en même temps c'est important que j'en parle dans le process de création. À un moment donné, il y a 4 pages, je veux pas dire qu'elles sont gratuites, elle raconte quand même quelque chose sur un des personnages, mais clairement j'aurais pu m'en passer. Je me suis même posé la question, donc c'est une rupture narrative dans le récit. Je me suis même dit, ok, si jamais je suis trop short au niveau du timing, ces 4 pages-là, je les dégage. Et je me disais, ça serait quand même dommage de les dégager. Du coup, plutôt que me les garder pour la fin, je me suis dit, c'est pas grave, j'ai fait maintenant, comme ça, je pourrais pas les faire sauter à la toute fin, tu vois. Mais donc, ouais, c'est plus, merde, j'ai besoin de 20 pages supplémentaires plutôt qu'autre chose, en fait. Sachant que c'est ça que tu dis que tu le fais pas de gaieté de cœur parce que tu sais aussi que ça va te rajouter donc du travail à la fois en termes de charge de travail concrète, ce que mais que en termes de temps, t'as pas forcément plus de temps que tu peux te rajouter parce que t'as une deadline qui reste fixe. Ouais. Et du coup, ça veut dire que tu dors pas. Bah, ça veut dire que tu t'essayes de trouver une stratégie pour faire les choses bien dans le minimum de temps et sans te faire des nœuds au cerveau, quoi. C'est-à-dire t'évites de repartir sempiternellement sur la même case. Tu dis, ok, allez, hop, j'avance. La case est lacunaire. Je reverrai plus tard si je modifie des trucs et tout. Mais allez, j'avance. Le principal, c'est d'avancer. Et ça peut être un piège aussi parce que des fois, t'avances tellement que tu te dis au bout d'un moment, ok, maintenant, il y a pas mal de trucs à retravailler, tu vois, qui existent déjà, mais qu'il faut retravailler. Donc, tu sais, t'as l'impression que t'avances dans ta prod. Tu dis, allez, c'est bon, j'en suis à la page, je sais pas moi, 152. Puis après, tu dis, ah ouais, mais attends, parce que il y a 40 pages que je dois revoir, des trucs, même des fois des cases que j'ai zappées en me disant, bon, celle-là me fait chier, je la ferai plus tard. Donc après, voilà, moi, moi, je te parle là de mon process particulièrement. Les autres auteurs bossent pas comme ça. Blackie, jamais de la vie, bosse comme ça. Blackie, il bosse par 10 pages, je crois. Tu vois, puis il fait case par case chronologiquement, il sait toujours où il en est. Quand c'est fini, c'est fini. Parce que toi, de ce que si c'était pas assez explicite, c'est que tu bosses en fait tes planches un peu à ton bon vouloir et que c'est-à-dire que t'es sur tablette, tu fais pas sur papier. Et en fait, c'est ça, c'est que tu peux commencer à faire la case 1 de la planche 1, puis après tu vas page 40 pour faire 3 cases, puis après c'est vraiment parce que c'est ce que tu dis. C'est ce genre-là, ouais. Parce que tu viens de dire que parfois il y a une case qui te fait chier, tu te dis bon bah je la finis, je la ferai à un autre moment, quoi. Alors tu sais ce qu'il y a dedans, mais je vais peut-être pas forcément passer direct à la page 40, mais en tout cas, je passe à la suivante, sachant qu'il y a un trou de 2 cases par exemple, tu vois. Parce qu'à un moment donné, j'ai pas le truc, je suis pas dedans, j'ai pas envie de faire cette case-là, j'ai peur que ça se ressente. Donc je me dis, je me la garde pour plus tard, tu vois. Et ça t'a jamais posé de problème? Bah, je préférais faire autrement. Mais des fois c'est même psychiatrique, je pense. C'est que parfois il y a un détail d'une case qu'il faut que je mette en couleur et je sais pas, ça me demande tellement d'énergie de mettre en couleur ce petit détail que je me dis je le ferai plus tard. C'est débile, hein. Là, pour le coup, c'est pas du tout logique. Et même dans un process de travail, c'est même contre. Ouais, parce que ça veut dire que là, tu te mets un petit peu le bâton dans ta roue de vélo pour aller de l'avant, quoi. Ouais, mais j'y arrive pas, en fait. Ouais. J'y arrive pas. Je me dis, non, plutôt crever que mettre ce truc en couleur maintenant. Ça me fait chier, en fait. Ça me saoule. C'est au-delà de mes forces. C'est bizarre, hein. Et des fois, c'est un truc. Des fois, c'est des détails. C'est pas grand-chose, hein. Il suffit juste d'aller ouvrir une planche et puis de faire une pipette pour retrouver la bonne couleur et puis de s'y mettre, quoi. Mais ce truc-là prend tellement les gens vont se dire quel branleur, il est débile. Non, mais ils vont se dire il est débile. Mais c'est... Comment expliquer? En ce moment, je dois faire une IRM de mon épaule pour voir si j'ai des dégâts, parce que j'ai eu un truc au jujitsu. Ça fait 8 mois que mon épaule elle fonctionne pas bien. Bon, il faut que j'aille faire cette IRM. C'est l'épaule de ton bras qui tient le crayon? Non, c'est l'autre. Okay, bon. Et j'y vais pas, pourquoi? Parce que je ne veux pas qu'il y ait de mauvaises nouvelles. Je ne veux pas qu'on me dise « Ah ben non, ça va pas ». Mais si je dois faire un IRM, c'est justement parce que ça va pas. Bon, bah c'est le même concept, tu vois.
c'est je veux pas être confronté à une difficulté qui va être insupportable à un moment T, tu vois. Donc bon, bah c'est tout. L'IRM, je me dis si dans le dernier tu vois, je serais peut-être obligé de la faire au bout d'un moment, mais pour l'instant je me dis ok, j'ai pas vu qu'il y a un problème, donc il y a pas de problème, je vais peut-être tout à fait récupérer, donc je vais chez le kiné, puis je me dis peut-être qu'il y a pas de problème. C'est-à-dire qu'est-ce que tu t'es retrouvé alors dans une situation où tu deviens pressé par le temps et tu te dis merde, mais en fait j'ai encore 7 cases ou une dizaine de cases à faire et t'as toujours pas l'envie et t'as toujours pas retrouvé cette envie du coup tu vas du coup là ça devient un peu bah là quand c'est comme ça c'est de la douleur, c'est des mauvaises journées c'est des mauvaises journées. Il y a des trucs que t'aimes pas particulièrement, enfin il y a des trucs dont tu te rappelles que t'as, enfin pas des cases en particulier, mais genre c'est des scènes pas en particulier, des scènes d'action, des plans en particulier que non, les scènes d'action ça va plutôt, mais c'est quand il faut refaire un décor de casino en background que t'as pas envie de faire parce que tu te dis putain j'ai envie d'avancer dans la prod, là ça va me ralentir, et puis en même temps tu te dis putain on est à Vegas, donc les gens si tu leur vends Las Vegas sur la couve et puis quand ils ouvrent t'as des fonds blancs ou des fonds des aplats colorés, t'as un peu triché, donc t'es un petit peu partagé entre le fait d'y aller à fond et puis en plus Vegas c'est quand même une ville assez exigeante à dessiner, et puis l'envie d'avancer quoi, et parfois même te dire bon finalement est-ce qu'on a besoin de ce décor, tu vois, peut-être non dans la narration non, mais en même temps si je le mets pas j'ai l'impression presque d'escroquer les gens quoi, si tu veux. Est-ce qu'on peut pas faire un sélectionner, copier et coller, déformer c'est arrivé, c'est déjà arrivé pour l'illusion. Sur certaines cases, des fois où je me dis voilà, clairement ça sert à rien que je redessine tout, c'est le même angle de vue, donc je fais un copier-coller. Mais j'évite de le faire, bizarrement j'évite de le faire, donc en fait je m'inflige des difficultés inutiles. C'est ça. C'est-à-dire que t'as une montagne à gravir, tu te dis tiens je vais prendre un sac de 20 kilos en plus sur le dos et te luxer l'épaule sur le chemin en plus pour faire ça. Donc t'as ton document de travail, ça fait moi je l'ai devant, ça fait 3 pages Word grosso modo. Oh c'est ridicule. Comment on passe quand même de ces 3 pages Word qui te donnent donc vraiment où effectivement comme tu le disais t'as les thématiques que tu vas avoir en tête. Et t'as le découpage là en gros en 2 parties, mais comment après tu découpes ça vraiment en nombre de pages, parce que vu que tu n'écris pas page 1, 10 ce sera ça, puis page 10 truc ce sera ça, comment est-ce que ça c'est que vraiment que ça se fait que dans ta tête? C'est intuitif, c'est vrai, là pour le coup c'est intuitif. Je pense que c'est aussi 15 ans de bouteille qui font que j'ai plus forcément besoin d'avoir parce que tu l'as jamais fait. Alors c'est ça, c'est la question, si tu l'as pardon, je te gourre. Ah si, je le fais pour les auteurs avec qui je bosse. Non, je parlais pour toi. C'est-à-dire que même quand tu faisais MFK, enfin Moutafoukaz tome 1 Non. OK. Non. Il y a juste sur Moutafoukaz tome 3 où j'avais un semblant de c'était même pas un script en fait, c'était ni plus ni moins qu'un découpage sur un cahier quoi, qui était assez précis, mais sinon non, ça, en fait, pour moi, c'est une perte de temps que d'écrire tout à l'avance. Pour plusieurs raisons. C'est que la première, c'est moi qui vais ensuite dessiner. Donc, je verrai bien à ce moment-là, quoi. Et puis ensuite, de 2, il y a des fois des idées qui te viennent en faisant les choses, tu vois. Parce que des fois, quand tu es en train d'écrire ton scénario de A à Z, t'es pas encore tout à fait avec tes personnages, tu vois. T'imagines des articulations, t'imagines ce qui peut se passer, etc. Mais t'es pas encore avec eux dans la chambre d'hôtel, tu vois. Parfois, le simple fait de les dessiner dans la chambre d'hôtel, tu dis, ah bah tiens, à cet endroit-là, il peut se passer ça. Tiens, ah bah tiens, je vais le faire ouvrir le placard, il va tomber là-dessus. Et ça, c'est presque de l'impro au moment où tu es en train de dessiner. Si j'écrivais tous ces petits passages un petit peu anecdotiques, d'impro, etc., potentiellement, ils disparaîtraient, tu vois. Parce que c'est impossible de te mettre derrière un bureau, puis d'écrire tout un script et de penser à tous les petits détails visuels qu'il pourrait y avoir, etc. Et moi j'aime bien aussi me laisser parfois embarquer, comme je dis souvent, je me laisse embarquer par mes personnages finalement, donc je les pose dans un décor et puis j'imagine ce qui se passe, et c'est limite de l'impro, mais je fais pas n'importe quoi, je sais aussi où je les emmène, tu vois, globalement. Mais ça veut dire que même en termes de découpage, genre t'anticipes pas forcément l'allure que vont prendre tes planches, parce que c'est aussi, enfin,
de ce que je sais avec les autres interviews que j'ai pu faire, c'est que c'est aussi une science assez précise de savoir vraiment quelle action va fitter à quel endroit de ta planche et comment tout s'articule pour que ce soit lisible dans la planche, mais aussi pour que ta narration séquentielle soit fluide d'une planche à l'autre. Si. Alors, quand je dis que j'improvise pas sur l'ancrage, hein, j'improvise au moment de découper. Mais comme je bosse en numérique, mon découpage, il devient ensuite ma planche finale, quoi. Donc, et puis en plus, moi, je fais quand même assez attention j'essaye de faire attention du moins à la mise en scène et au découpage. Donc voilà, mais ouais, c'est une façon de travailler qui est assez particulière, hein, de toute façon, que je conseille à personne. C'est juste parce que moi, c'est ma tambouille et c'est comme ça que j'arrive à être. C'est comme ça que j'arrive à raconter une histoire sur le long cours, tout en essayant de garder une certaine fraîcheur. Tu vois. Donc voilà, c'est comme ça que je fais, mais encore une fois, c'est pas forcément un conseil que je donnerais à des auteurs, surtout qui débutent. Tu vois. Faut vraiment le sentir au fond de soi qu'on peut travailler comme ça. Je pense que c'est pas forcément évident pour les gens, tu vois. Même si toi, t'avais quand même commencé comme ça. Peut-être parce que aussi je suis désorganisé en fait. Tu sais, il y a ou peut-être aussi parce que ouais, je sais pas comment expliquer. Des fois, il y a des idées comme ça qui me jaillissent au dernier moment que j'aurais pas pu avoir si je m'étais posé devant un écran et devant un script d'ouvert, quoi. D'un point de vue plus technique, c'est-à-dire que sur ta planche, enfin sur une tablette, comment ça s'articule en fait les étapes de création, c'est-à-dire donc que tu as des idées en tête et tu traces en fait des croquis, tu fais un storyboard, après tu essaies de voir comment les éléments peuvent s'agencer en cases, alors Ouais, non, c'est plus basique que ça, c'est-à-dire que j'ai un petit carnet, je travaille en double page. Donc je fais ma double page, je vois un petit peu comment articuler les plans. Et puis ensuite, une fois que j'ai un truc à peu près cohérent, je le prends en photo. Et puis la photo, je l'importe dans Photoshop. Et puis ensuite, je refais tout bien au propre. C'est comme ça que je fais, quoi. Ah, donc t'as quand même une première base de travail sur papier. Ouais, sur papier, mais tu verrais les trucs. Enfin, tu gribouilles, quoi, mais c'est des hiéroglyphes, ouais. Hein. C'est vraiment je pose. Des fois, presque, c'est des cases vides, hein, tu vois. C'est une composition, en fait. Et je sais que là, il va se passer ça. Là, le personnage va dire ça. Là, ça marchera comme ça. Là, ici, il y aura une grande case où il y aura tel genre d'action. Puis en face, il y aura une case qui répondra comme ci, comme ça. Et puis ensuite, tu vois, j'attaque, quoi. J'attaque dans le dur. Et il y a un moment, en fait, où entre le passage, justement, en découpage, on va dire, en crayonné, puis qu'à un moment où tu encres, où tu te laisses encore une marge de manœuvre pour pouvoir changer des trucs. Des fois, j'improvise des trucs aussi à ce moment-là, ouais. Et donc ça rajoute encore alors le fait que ça peut prendre encore plus de temps que ce qui était prévu. Non, parce que des fois, c'est juste du réarrangement, mais c'est vrai que parfois aussi, je peux me dire... ah tiens, ça marcherait peut-être mieux si je rajoutais une page, tu vois. Donc ça peut arriver, mais ouais, en fait, c'est une façon de travailler qui est assez organique, qui est assez particulière. C'est pour ça que je serais infoutu. Des fois, je sais que j'avais Nadia de Rutsev qui me disait, il te reste encore combien de pages? Tu penses que t'en as pour combien de temps? Je peux pas dire. Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pas répondre. Jusqu'à la fin. Tu vois, jusqu'à la fin, je ne peux pas dire combien de temps il me reste et combien j'ai fait de pages, en fait. Parce que tu fais, ouais, c'est très particulier. Parce qu'il me reste 2 cases sur celle-là, mais il me reste 3 sur l'autre. Ouais, c'est ça, tu peux même pas, en fait, t'exprimer en termes de pages. Enfin, je sais pas s'il faudrait faire une forme de langage qui est spécifique à Run. C'est-à-dire, t'as 4 cases, c'est un équivalent page, et comme ça, tu peux. Bah, j'aimerais bien savoir, honnêtement, là, je passe l'annonce, mais j'aimerais bien savoir s'il y a d'autres auteurs de BD qui bossent comme ça. C'est vraiment une question que je me pose parce que je ne bosse pas du tout comme ça quand je travaille avec des dessinateurs. Par exemple, sur le script de Loba Loca, même si on se laissait des marges de manœuvre avec Blackie entre 2 chapitres où on s'appelait, on essayait de faire un ping-pong et tout, quand je livre le script... c'est dirigiste, ouais. Ouais, très dirigiste. Mais quand c'est moi qui bosse, c'est complètement différent. Tu vois, parce que... tout simplement parce que comme c'est moi qui mets en scène,
Comment dire, j'ai pas besoin de l'écrire. Oui, non, mais c'est qu'il y a... Je me laisse aller au fil de l'eau, tu sais. Oui, des fois, ça m'arrive de regarder des vidéos de moi, tu vois, mais qui datent genre de 5, 6, 7 ans en arrière. Et il se passe quelque chose à l'écran. Et j'ai une réflexion. Et le moi dans la vidéo dit exactement la même chose, quasiment au même moment. C'est-à-dire que, tu vois, comment expliquer? Tu te connais tellement que de toute façon, tu sais que les choses vont rouler. T'as pas besoin de script particulier qui détaille tout. Et puis en plus, je trouve toujours que, en règle générale, la dernière idée est toujours la meilleure, tu vois. Donc, bon, ouais, c'est un petit peu une façon de travailler qui est intuitive, on va dire, assez instinctive. Oui, bah, on comprend qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en fait dans ton cerveau plutôt que sur une page en tant que telle ou sur un écran d'ordinateur. Et puis il y a surtout il y a beaucoup de versions qui cohabitent. Et surtout, des fois, Mais ça, faut pas le dire parce qu'après, on veut savoir c'est quoi les différentes versions. Ouais, ça serait pas intéressant. Bah, mais par exemple, ça, c'est toi qui le dis. Par exemple, il y a un personnage dans la BD, peut-être on en parlera plus tard, mais jusqu'à un événement T, pour moi, le personnage, il mourait, quoi. Et puis, une fois que c'est fait, je me suis dit, oh vas-y, je vais le faire revenir, en fait. Tu vois, donc il y a rien qui est figé, en fait. J'avais une autre question aussi là-dessus parce que tu as parlé plusieurs fois des idées qui peuvent arriver, mais ces idées, c'est toujours des choses que toi, en fait, qui te viennent à l'esprit, ou est-ce que, par exemple, sur MFK2 tome 2, il y a des retours sur le tome 1, des conseils ou justement des critiques ou des idées qu'on t'a formulées qui t'ont travaillé, qui t'ont poussé à modifier des trucs que tu n'avais pas forcément prévus? Ouais, donc des fois j'ai des critiques effectivement qui sont soit c'est des gens qui n'ont pas compris le message, soit c'est des gens qui ont mal interprété les choses, ou soit c'est parfois des gens qui ont très bien compris le message et qui ont une réaction épidermique vis-à-vis de celui-là. Mais c'est ce que je disais la fois dernière à un mec sur Twitter. Si vous attendez de moi que je fasse une BD pro-Trump, ben non, ça n'arrivera pas. Et au-delà de ça, Moutafoukaz, c'est pas toujours un discours à charge. C'est souvent même, j'ai envie de dire, ouais, ce côté un peu sale gosse de la BD, c'est quand même, tu vois, c'est comment expliquer ça? Comment tu dirais ça, toi? Moi, c'est le côté rentre dedans, en fait. C'est que ça défouraille, que parfois c'est très gratuit. Et que ça veut pas, c'est pas complaisant non plus, tu vois, c'est que il y a souvent des choses que tu veux quand même exprimer derrière, et que parfois aussi t'as juste envie de te faire plaisir. Ouais, et puis tout le monde en prend un peu pour son grade, quoi. C'est ça l'idée aussi, c'est de m'amuser, en fait. Voilà, c'est parfois ce que je fais un petit peu sur Twitter quand je troll ou des trucs comme ça. C'est bon, je m'amuse, tu vois. Parfois la situation elle est tellement, encore une fois, tellement polarisé, tellement, j'ai envie de dire, les gens ne savent plus se parler ou quoi, j'ai envie plus d'en rire que tu vois, que d'en faire du drama ou d'en faire quelque chose de sérieux, tu vois, j'ai juste envie d'être un peu poil à gratter sur les bords, quoi. Mais sans évoquer forcément les critiques, il y avait aussi juste le fait que si tu avais un retour de quelqu'un ou juste une idée qu'on t'exposait, quelque chose de façon à ce que ça puisse te faire changer quelque chose, mais pas à rebours parce qu'on t'aurait dit qu'on n'était pas content d'un élément. Mais par exemple, je sais pas si admettons, imaginons que à l'époque tu voulais que les matchs, c'est dans une autre que ton truc c'était que les machos en fait ils venaient de sous terre et pas de l'espace, et que quelqu'un t'avait dit ah putain ce serait marrant quand même qu'ils viennent de l'espace, et que ça avait pu t'influencer en disant ouais effectivement je vais plutôt les faire venir. C'est pas quelque chose comme ça que parfois ça pourrait arriver. Ouais, ça pourrait arriver. Il y a des fois des gens en dédicace qui me soumettaient des idées que je trouvais intéressantes. Et je me disais, ah ouais, tiens, pourquoi pas et tout. Mais après, l'histoire revient, tu vois. C'est-à-dire qu'une fois que je suis devant mes planches, je me dis, ouais, non, ça pourrait pas marcher, tu vois. Donc, ouais, si, je sais qu'il y a une idée. Je sais qu'il y avait Kevin dans Kama qui m'avait un jour parlé qui avait une théorie, tu vois, sur un des personnages de Moutafoukaz. Et je me suis dit, ah, tu vois, c'est marrant parce que ce qu'il est en train de me dire là, je l'avais pas forcément ni verbalisé ni intellectualisé. Mais je trouve que ça a du sens. Et j'ai utilisé ce qu'il m'avait dit.
Mais ça remonte à il y a 5-6 ans, tu vois. Ah, tu l'as crédité après? Tu l'as versé des royalties? Non, parce que c'est une idée. T'es un voleur? Mais non, parce que c'est une idée qui était là, en fait. Mais c'est juste que j'y avais pas prêté attention, tu vois. C'est lui ce qu'il a interprété de l'histoire, qui m'a verbalisé. Et je me suis dit, ah ouais, c'est vrai, j'avais pas capté ça. J'ai aussi des fois des petits fans américains qui décryptent, tu vois, la BD et qui écrivent des threads ou sur Instagram des stories avec des hypothèses, et je trouve toujours ça super intéressant. Je me dis, ah tiens, c'est pas mal, tiens, ça, c'est marrant, il a compris ça de mon histoire. Bon, là, il est un peu à côté de la plaque, là, il se trompe complètement, mais par contre, c'est intéressant la direction vers laquelle il va. Et tiens, c'est vrai que j'aurais pu faire ça comme ça. Et ça rejoint un peu ce que je disais quand je dis que parfois, ta propre œuvre t'échappe, en fait. Des fois, il y a des choses que tu y mets et que tu n'as pas forcément intellectualisées. Et puis finalement, quelqu'un va en voir une lecture particulière. Et puis tu dis, bah ouais, en fin de compte, cette lecture-là, elle vaut autant que la mienne, en fait. C'est ce que tu avais dit de toute façon sur les logiciels de pensée de chacun, en fait, que toi, ça te fascinait, en fait, de voir la façon dont vraiment les personnes fonctionnent pas du tout différemment et peuvent interpréter une même phrase ou une même image, en fait, de façon opposée. C'est fascinant, même si c'est extrêmement crispant, hein, parce que des fois, même tu peux, même parfois, tu peux. Je sais que dans Moutafoukaz 1, il y a des gens qui disaient que, enfin, quelques personnes qui disaient que c'était un peu caricatural la manière dont je traitais les entre guillemets complotistes, tu vois. En fait, c'est ce que je disais, c'est pas tant que ça, parce que c'est presque des copier-coller de, tu vois, là-haut, j'ai des dizaines de milliers de screenshots, donc c'est pas de ma faute si parfois eux-mêmes sont caricaturaux, tu vois. Donc, alors moi, évidemment, c'est Moutafoukaz, je vais pas faire mon propos, c'est la désinformation qui fait que le lien est rompu entre les gens et que ça crée le chaos. Donc, je vais pas mettre des tweets de gens tout à fait modérés et intelligents, tu vois. Non, je vais aller chercher les extrêmes. C'est de ça dont je veux parler. Donc, après, je peux comprendre que ça crispe les gens, hein, tu vois. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est mon angle d'attaque. Et d'ailleurs, tu as remarqué que dans le tome 2, finalement, c'est un petit peu mis de côté jusqu'à la dernière page, quoi. Mais oui, enfin, on en discutera dans l'autre épisode vraiment pour les détails. Mais oui, mais il y avait quand même des choses à noter dans ce tome 2 par rapport à ça, parce qu'il y a des choses différentes et puis il y a une forme quand même de continuité thématique qui reste, même si effectivement il y avait d'autres choses que tu voulais aborder. C'est quoi, on va dire, pour toi le plus dur dans la production d'un album comme MFK2 tome 2? Là, ce tome-là, il était particulièrement difficile dans ma prod, parce que déjà, il y a eu A Short Story, tu vois, qui a finalement pris beaucoup plus de place et de temps que je ne l'aurais imaginé. Et entre le moment où j'ai terminé, où j'ai bouclé A Short Story, et le moment où il est sorti, on a eu une super mauvaise nouvelle ici dans ma famille, où malheureusement ma femme a eu un souci de santé assez costaud, qui a vraiment bouleversé, j'ai envie de dire, tu vois, moi ici j'ai 2 enfants, et ma femme, on s'attendait pas du tout à ce genre de délire. Et ça a été extrêmement compliqué pour moi à gérer. Alors, je sais pas, elle, n'en parlons pas, même si je trouve qu'elle a été beaucoup plus solide que moi dans cette épreuve, tu vois. Mais d'ailleurs, elle s'est jamais plaint. C'est un truc de fou. Elle ne s'est jamais plaint une seule fois. Quand on a appris la nouvelle, elle a dit « fais chier », tu vois. Donc, et c'est tout. Après, elle en a pu parler, et bon, bref. Mais moi, si tu veux, j'étais dévasté, en fait. Complètement dévasté. Et quand tu dois créer une œuvre de divertissement, parce que c'est de ça dont il s'agit, hein, Moutafoukaz, c'est divertissant, c'est pas, je suis pas en train de parler de la vraie vie des vrais gens avec des problèmes, des trucs et tout. C'est censé être un truc qui va te transporter ailleurs, qui va peut-être te faire marrer un peu, t'es censé envoyer le boulet, faire des scènes d'action, des trucs fun et tout. Et quand t'es en dissociation complète, tu vois, avec ton récit, parce qu'il t'arrive un truc catastrophique, qui est malheureusement le lot de beaucoup de gens, hein. Je suis pas le seul, on n'est pas les seuls, ça arrive.
Mais c'est très compliqué parce que bon, pendant un moment, j'étais incapable de travailler, mais donc ça a duré un petit moment. Et puis ensuite, tu dis, bon, bah, allez, ok, maintenant. Faut s'y remettre. Ouais. Faut s'y remettre, faut avoir confiance en l'avenir, et puis de se dire, allez, ok, je peux pas abandonner, tu vois, c'est très compliqué. Donc, il faut juste, bosser. Mais, encore une fois, bosser, ça veut pas dire être pertinent sur ce que tu es en train de faire. C'est-à-dire qu'à un moment donné, j'étais clairement à l'aveugle. C'est-à-dire, je bossais. C'était encore, alors, t'imagines, le côté organique, il était encore pire. C'est-à-dire parce que j'avançais en me disant, bon, là, il faudrait que je mette une blague, mais là, clairement, j'ai pas l'esprit à trouver une blague sympa. Donc, je mettais, dans la bulle, je mettais blague à trouver. C'est encore plus chaotique, ça. C'est pas les cases qui manquent, c'est les bulles qui manquent. C'est extrêmement chaotique. Et si tu veux, c'était un petit peu mon angoisse au fur et à mesure que le temps passait de me dire, mon Dieu, mais est-ce que tout ça va être cohérent, si tu veux? Parce que je n'avais plus aucun recul. J'avais plus l'esprit, tu vois. Donc, heureusement que j'avais quand même avancé mon tome 2 et que j'avais quand même des pages et tout. Je t'avoue, si j'avais pas avancé à ce point le tome 2 au moment de la sortie du tome 1, je pense que toutes les scènes de chill à Vegas et tout, ça dégageait. C'est juste parce qu'elles étaient déjà posées, parce que j'avais pas du tout l'esprit à ça. Donc, oui, d'affaire, on en reparlera. J'aurais même pas su les imaginer. Si tu veux, j'aurais même pas su les imaginer. Et donc, à un moment donné, j'ai eu ce stress de me dire, est-ce que ça fonctionne, tu vois? Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que c'est suffisamment marrant? Est-ce que c'est suffisamment, est-ce qu'en termes d'action, j'ai donné tout ce que je pouvais donner à ce moment-là, etc. Et ce qui fait que quand j'ai fini, je suis revenu sur tout et j'ai relu tout. Et heureusement, parce que des fois, je me disais, ah ouais, non, mais là, sérieux, c'est les dialogues. Je sentais que j'étais pas en forme à ce moment-là, tu vois. Donc, et là, en relisant tout et en redécouvrant mes personnages et tout est venu très, très intuitivement. C'est-à-dire que les dialogues définitifs, ils sont arrivés en 4 ou 5 jours de temps. Tu sais, c'était très vite. Ça faisait un ping-pong. J'avais retrouvé le mojo, quoi. Mes intentions sur ce tome-là avaient réintégré mon esprit, en fait. Tu vois, c'est bon, j'étais enfin, mon esprit créatif et moi-même étions alignés à ce moment-là. Donc c'est bon, j'ai pu tu vois, faire ce polish final, quoi, qui j'espère fonctionne, tu vois. Mais c'est vrai que ça a été une inquiétude tout du long, parce que c'est la première fois que ça m'arrive d'être à ce point. Alors j'ai connu des dépressions, des trucs comme ça, mais tout simplement, quand j'étais en dépression, j'avais juste posé les crayons et j'étais plus capable de faire quoi que ce soit. Mais là c'était particulier, parce que je pouvais pas pendant un an dire stop, j'arrête, tu vois. Donc ouais, très particulier, mais au final, je pense que ça se ressemble pas. J'ai pas l'impression, en tout cas. On t'a pas fait ce retour. Enfin, du coup, c'est ce que tu penses, que des personnes du coup qui n'écouteront pas ce podcast ne pourront pas se dire, tiens, il s'est passé quelque chose à la lecture de je pense pas. Honnêtement, je pense pas. Je pense même qu'ils vont dire, ah putain, le mec, il est parti en. Parce que je pense qu'avec le tome 2, je renoue quand même beaucoup avec l'ADN de l'arc 1. C'est quand même la moitié du tome, il est quand même. Ouais, en gros, la moitié du tome, on est à peu près sur le même rythme que l'attaque du sushi shop dans le tome 1, tu vois. Donc, oui, ça, on peut le dire. Donc, je pense que personne pourra imaginer que ça a été, tu vois, très difficile pendant une année complète, quoi. Ouais, mais c'est-à-dire que en dehors de cette période très particulière, c'est que en général aussi, tes humeurs du jour peuvent vraiment influencer la façon dont tu auras envie ou pas d'écrire ou de dessiner. On en avait déjà parlé. Le tome 5, oui, ça, le mode du tome 5, oui. Il a été en partie lié au décès de mon père, tu vois. C'est des trucs contre lesquels tu peux pas lutter. Mais là, par contre, je pouvais pas. C'est-à-dire que ce tome-là, il était censé envoyer le boulet. Et je pouvais pas partir sur un mood, tu vois, chelou comme ça. Donc, ouais, non, ça a été un petit tour de force. Petit tour de force quand même, quoi.
La mise en couleur, c'est quelque chose qui te plaît ou pas? Parce que je sais que y a certains de tes collègues qui apprécient pas du tout cette étape ou qui la voient vraiment comme un truc un peu rébarbatif. Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu aimes? J'ai envie de dire presque que c'est ce que je préfère, sauf des fois des trucs sur lesquels je bloque, comme je te dis tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a des fois, il y a vraiment des bouts de cases, j'ai pas envie de les colorier, tu vois. Quand des fois, c'est débile, hein, t'as une scène, et puis à un moment donné, il y a un bout de rue tout là-bas qu'il faut colorier, j'ai pas envie de le faire, en fait. Donc, mais globalement, c'est le moment où je suis le plus apaisé, je dirais, parce que tu viens porter, la planche se finalise, en fait, tu vois. Tu peux voir le fruit de ton travail vraiment. C'est ça, puis tu dis, ok, là, c'est la dernière étape. Donc, moi, j'ai beaucoup plus de mal avec le posing, c'est-à-dire que le découpage, j'ai pas de mal particulier. Tant que c'est des bonhommes bâtons, ça va, j'arrive à trouver une pose qui me satisfait, je me dis ouais, là ça va être super et tout. Puis après, quand il faut transformer le bonhomme bâton en vrai personnage, je vais pas dire anatomiquement cohérent parce que ils le sont pas toujours, mais en tout cas qui ait pas l'air juste d'un dessin d'un mec de CM2, tu vois. Ouais, mes excuses à tous les mecs de CM2. Hein. Désolé les gars, mais on a tous été en CM2. Mais là, c'est plus compliqué. Et là, parfois, je vais prendre mon téléphone et puis je vais appeler mon petit Blacky en disant Blacky, là, j'y arrive pas, là, je m'en sors pas. C'est arrivé sur 4 ou 5 cases où j'ai appelé Blacky à la rescousse, tu vois. Mais c'est quoi? C'est qu'il prend la pause en question que tu lui demandes alors? C'est que je lui dis regarde, voilà, moi j'ai fait ce croquis-là, tu vois, il a de l'allure, hein, le croquis, ouais, tu vois. Tout simplement parce que sur un croquis, tu transposes ton propre imaginaire, tu vois, donc. Tu vois un croquis super rapide, tu vois plus ou moins le posing, et puis tu imagines ce que ça serait si c'était bien fait. Sauf que il faut bien le faire après. Donc, et des fois, tu t'y mets et puis tu fais non, ça rend pas ce que le croquis rendait. Putain, je n'y arrive pas, tu vois. Et encore une fois, il suffit que tu sois dans un mood particulier, un truc pas bon et tout. Et là, en l'occurrence, c'était le cas. Un personnage que je maîtrisais pas trop, féminin en plus. Là, je sais que mon gars, c'est Blacky, quoi, tu vois. Donc ouais, sur quelques cases, comme ça, je lui ai demandé un coup de main parce que je chantais qu'entre mon croquis, que je trouvais bien, et le rendu final, que je trouvais dégueulasse, il y a un truc que j'avais perdu en cours de route. Donc Blacky, comme il est extrêmement talentueux et puis que lui, il a un regard très frais, tac, il me faisait... même des fois, il faut vraiment mettre ton ego de côté quand c'est comme ça, hein, parce que c'est pas juste un croquis qui te fait ces 5, tu vois. Et parmi les 5, t'as du mal à choisir tellement ils sont tous bien. Donc, du coup, après, toi, tu te dis, je suis qu'une merde. Et puis, voilà. Ouais, non, bien sûr, bien sûr. Des fois, je dis même, de toute façon, si les gens aiment bien l'album, ce sera grâce au dessin de Blacky, tu vois. Donc après, c'est tout, je reprends son croquis, puis je redessine le truc à mon style. Des fois, je me permets même de modifier un petit truc, un truc comme ça et tout. Histoire de me dire que je suis pas totalement une merde. Mais voilà. Et puis, Florent, je sais aussi que j'avais appelé en disant, voilà, je bloque sur une scène, tu vois, je bloquais, je veux pas spoiler, mais une scène qui était importante. Et puis je dis, regarde ce que j'ai fait, je trouve que c'est pas terrible, comment t'imagines le truc et tout. Et puis il m'a sorti un truc super simple, mais tellement efficace. Il m'a juste fait un copier-coller, puis il m'a changé les perspectives. Et je fais, ah ouais, putain, c'est excellent, quoi. Donc ouais, heureusement que, tu vois, j'aurais fini par y arriver, si tu veux, mais avec beaucoup de douleur et de frustration, je pense, et avec un résultat où je me serais dit, ouais, finalement, je suis pas super fan de ce que j'ai fait. Et à la fin, tu es fan de ce que tu fais quand même? Bah non, parce que tu te dis toujours, après, une fois que Blacky t'a posé 2 croquis, t'as l'impression qu'il faudrait qu'il repose les croquis de tout ce que t'as fait avant, quoi. Donc t'arrives pas à avoir un sentiment quand même de satisfaction? Pour revenir à la question avec laquelle j'ouvrais le podcast. Non, tu seras jamais satisfait. Non, mais moi c'est particulier. Alors des fois je peux avoir une satisfaction sur une ambiance où je me dis voilà, je trouve que j'ai peut-être bien saisi l'ambiance de Vegas et que j'ai peut-être bien transposé, et ça me fait plaisir quand par exemple Florent qui était allé cet été me dit ah putain, tes planches de Vegas, on s'y croit vraiment parce que j'ai retrouvé exactement tu vois, ce soleil éblouissant, ces décors comme ci, comme ça et tout. Donc là, ça me fait plaisir. Je me dis, bah, j'ai réussi quand même quelque chose. Mais en règle générale, non, je peux pas blairer déjà. Il y a beaucoup de dessins que je peux pas revoir, en fait, tu vois.
c'est terrible parce que je fais ce que je sais faire, mais en vérité, je voudrais, si j'avais le choix, je ferais autre chose en fait. Donc voilà quoi. Et justement, parce que tu dis que tu les appelles, donc Blacky, Florent, mais vous faites aussi un dernier tour de table en fait, ou genre une lecture une fois que tout est fini, ou Moi, pour vous apporter des corrections ou pas sur les dialogues notamment, c'est quelque donc chose. sur Mout of Kaz ? Ouais. Non, alors moi je fais Ça, pas. tu le fais pas. Je fais pas, pourquoi ? Parce que je veux pas lâcher le PDF avant moi-même d'être satisfait. Ce qui fait que on se retrouve à une semaine de l'envoi imprimeur quand je leur envoie le truc. Donc, mais comme je suis extrêmement exigeant avec moi-même et que du coup je revois moi-même plusieurs fois les dialogues et que je change les trucs et tout, c'est vrai que tu vois, par exemple, quand Florent a lu, il est revenu vers moi et m'a dit je trouve que tout est nickel, tout passe crème, c'est fluide, c'est super. Tu vois, il y a rien à changer dans les dialogues. Lui, il a vraiment kiffé, par exemple. Blacky m'a pas forcément fait de retour sur les dialogues, mais il me parlait des cases. Il m'a dit ouais, il y a des mises en scène qui sont inventives, etc. et tout. Donc voilà. Après, encore une fois, c'est pas que je veux pas, hein. C'est juste que comme jusqu'au dernier moment, tu vois, je veux pas lâcher un truc sur lequel je serais moi-même pas satisfait en fait. Donc ouais, ça prend ça prend un peu de temps, tu vois. T'appréhendes à un mois de la sortie? Là, en ce moment ? Ouais. Ouais, quand même. Ouais. Et c'est bizarre parce que ça me faisait pas ça sur les précédents tomes. En fait, je crois que c'est peut-être la sortie du tome 1. Mais tu sais, moi, je suis quelqu'un qui est toujours en doute. C'est-à-dire que des fois, je me dis même, ça se trouve, je me suis complètement planté sur mon tome 1. J'en sais rien, en fait. Tu vois ? Je sais pas, quand je vois qu'il y a des fois des gens qui comprennent pas forcément. Alors, je pense qu'ils comprennent pas parce qu'ils voient pas encore où je veux en venir. À mon avis, quand il y aura les 3 tomes alignés, les gens se diront ok, d'accord, tout prendra sens, et je pense que les gens, j'espère, s'accorderont à dire ok, c'est comme ça qu'il fallait le faire, effectivement. Mais en l'état, les gens peuvent pas encore deviner le pourquoi du comment. Donc c'est vrai que je peux être assez vite déstabilisé par l'incompréhension de certaines personnes. Après, encore une fois, heureusement qu'il y a des gens qui, au contraire, ont complètement adhéré à la proposition, tu vois. Parce que l'idée, c'était aussi de redistribuer les cartes, on en a déjà parlé, mais comment je parle de la désinformation dans une diégèse où le complot existe ? C'est compliqué. Donc, parce que finalement, les gens qui font de la désinformation dans le monde réel, dans le monde de Mout of Kaz, on pourrait se dire, ils ont raison, puisque le complot existe. Sauf que moi, le truc que je trouve amusant, c'est que, oui, le complot existe, mais visiblement, tout le monde tape à côté, tu vois. Ouais. Donc, et puis surtout, encore une fois, c'est la polarisation. Mon sujet, c'est pas le complotisme, c'est plus la polarisation de la société. Ouais. Et là, je pense qu'il y a certaines scènes du tome 2 qui risquent de polariser aussi. Mais bon, c'est comme ça, hein, c'est le jeu, et c'est aussi ce dont je veux parler. Donc, il faut que j'aille jusqu'au bout de ma démarche, en fait. Qui t'a polarisé ton lectorat? Ouais, malheureusement. Hein. Mais c'est ce qu'on abordera dans le prochain épisode, de toute façon, comme je te le disais, puisque là, en fait, le plan à l'heure où on enregistre et quand vous écouterez de toute façon ce que je suis en train de vous dire, c'est que l'album, il sort grosso modo dans une semaine. On le met en ligne un tout petit peu avant, puisque justement, vu qu'on ne parle absolument de rien de l'intrigue et tout ça, en fait, c'est un podcast garanti sans aucun spoiler, mais qui permet juste quand même d'aborder, en fait, ton état d'esprit et la façon dont tu l'as abordé, dont tu as pu le créer. Et donc, on se retrouvera à la fois pour un épisode bonus, donc sur la Fab, et l'épisode donc plus traditionnel sur l'ensemble des thématiques de cet album. Run, je te remercie d'être toujours là. Je crois que ça, je sais plus comment ça va faire 2 ans maintenant. Je crois qu'on a commencé à faire quand même des podcasts longs et nombreux. Donc merci encore à toi d'être présent avec nous pour aborder tout ça à l'audio. Et ma foi, bien vous avez dans la description de ce podcast un lien pour aller précommander ou commander en fonction de l'heure du moment auquel vous écoutez ce podcast. Voilà, le second tome. Vous avez compris ce que Ron vous disait dans l'émission. Faut pas attendre l'intégrale qui n'arrivera peut-être pas. C'est mieux de suivre en question, et puis comme ça vous aurez le plaisir de savoir où Ron voulait aller quand le 3e tome sortira. Et vous pouvez également partager ce podcast juste s'il vous a plu. N'hésitez pas à le faire. Run, on se dit à tout bientôt pour la suite de nos émissions. Merci de nous avoir écoutés. Salut. Ciao. Merci.